Yo salut à tous, c'est Ginzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un deck que j'aime énormément, c'est Turbo Rugilune au Roaring Moon. Je vais très probablement utiliser des noms anglais, hein. Je suis désolé, c'est juste que c'est beaucoup plus pratique pour moi, et puis même les noms anglais sont plutôt connus. Pourquoi je vous parle de Rugilune? Ben déjà, c'est un deck que j'aime énormément et que je trouve qui mérite beaucoup plus de considération de nos jours. Donc voilà, je voulais vous en parler. On passera une très grande majorité du temps sur les match-ups parce que c'est, je pense, la partie la plus intéressante. Mais avant, on va discuter un petit peu de tout ce que fait Rugilune. Très vite fait, je vous expliquerai le concept du deck. Je vous montrerai la decklist type de Rugilune, qui n'est pas 100% celle qu'il faut jouer, même si je pense que oui, on peut faire des modifications dedans, quoi. Et aussi, pourquoi le deck est intéressant maintenant, parce que vous allez voir, les decklists ont pas mal changé, et je trouve ça très sympa, quoi. Voilà. Tout d'abord, le concept du deck, on va faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment, ou pas du tout, Rugilune, c'est un deck hyper agressif, du genre premier tour de go second, donc de joueur en deuxième, vous pouvez prendre un KO, obligatoirement. Enfin, obligatoirement. Sauf si vous breakez, mais vous avez de très fortes chances de prendre un KO tour 1, et ça c'est quand même vraiment pas mal. Il met une énorme pression sur l'adversaire, disons que quand t'as un Pokémon qui est capable de one-shot tous les tours, bah, ça met quand même une sacrée pression, et du coup, fatalement, c'est un Pokémon anti-gros Pokémon, hein. Les Pokémon à 3 récompenses qui ont... enfin, 3 récompenses, ça c'était les VMAX, il y en a plus en ce moment dans le jeu, mais les grosses EX, genre Dracofeu, tout ça, et ben, il peut les dézinguer en un seul coup, donc ça c'est plutôt pas mal. Decklist. Ça, c'est la decklist un peu type, un peu vanilla, on va dire, de Rugilune, sur lequel vous pouvez taffer. Mais disons que si vous jouez ce 60 précis, vous allez avoir une expérience parfaite de Rugilune. C'est juste, si vous voulez ajouter des trucs, si vous aimez certaines cartes, vous pouvez les inclure, mais voilà. Euh, le 60 que je vous présente, là, est excellent. Parlons tout d'abord des points positifs et des points négatifs. C'est une liste de ultra consistance, donc qui est vraiment à fond, quoi. Vous avez 4 chaussures de randonnée, 4 faiblots, 4 dark patch, 4 hyperball, 3 urnes. Bref, c'est presque impossible de briquer avec une telle decklist, quoi. C'est dans l'idée un truc assez all-in. Qu'est-ce que j'entends par all-in? C'est très direct. C'est-à-dire que vous avez un game plan, vous allez foncer dedans et espérer que ça passe. C'est pas très vendeur ce que je suis en train de vous dire, mais vous avez vraiment cette idée de on trace sur notre point de départ et on y va tout droit, quoi. On force. Maintenant, il a une grosse capacité de comeback. Vous allez voir, on va en parler plus tard, mais maintenant, comparé à avant, le deck a une grosse capacité de durer un petit peu plus sur la longueur. Aussi, il a trouvé certaines solutions face à certains match-ups qui étaient problématiques avant, on en parlera, et c'est un deck ultra plaisant, pardon, je galère à parler. C'est un deck ultra plaisant à jouer. Voilà, bon ça c'est très probablement positif, enfin subjectif, mais voilà, juste si ça peut vous donner envie. Côté point négatif, pour moi, il y a des très probables énormes répercussions si on whiff le KO tour 1. Je m'explique. Vous allez jouer en second, obligatoirement, parce que bah, c'est le but du deck, hein. Vous pouvez one-shot la terre entière, ça serait dommage de donner un tour à votre adversaire, quoi, potentiellement. Ou tout du moins de lui donner accès à d'autres choses. Euh, et du coup, vu comme votre stratégie va être de terminer la game très très vite, si vous avez perdu un tour d'attaque, ça va être très 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 problématique parce que bah, Rugilune 230 PV c'est bien mais c'est pas non plus des masses pour tenir sur la longueur, quoi. Donc c'est assez dommage. Défausse très hasardeuse et punitive dans le sens où vous allez jouer des cartes de défausse très agressives. Vous jouez Tapatoès, vous jouez Pokéstop, vous jouez des Hyperballs, des chaussures de randonnée, tout ça. Du coup, si vous voulez atteindre votre objectif mais que votre deck est un petit peu capricieux à ce moment-là, vous allez probablement défausser des ressources très importantes. Donc ouais, c'est un petit peu problématique. Vous allez voir plus tard qu'il y aura toujours moyen de contourner ces problèmes. Et aussi, le deck a deux trois match-up désastreux, mais on en parlera plus tard. Pourquoi le deck est intéressant maintenant? Donc, en 3 points, je trouve.
Enfin maintenant, il a des atouts qu'il n'avait pas avant. Vous allez voir de quoi on parle. Mais disons que avant, le deck était très limité dans dans ce qu'il allait faire. Maintenant, il a trouvé des solutions qui aident réellement. Maintenant, il a une capacité de comeback. On va voir pourquoi, mais vous allez voir qu'il y a une carte qui change énormément la chose, qui est jouée de manière obligatoire maintenant. Et aussi, il a un gameplay beaucoup moins linéaire, parce que vraiment, les premières decklists de Rugilune jusqu'à Utrecht, au SPE de Utrecht, c'est Rugilune, met des patates de forain, et voilà. Bon, c'était très linéaire, quoi. Tout d'abord, le premier gros atout qui a été ajouté dans le deck, c'est l'arrivée de celui qu'on appelle Baby Roaring Moon ou Baby Moon. C'est Regilune mais en One Prizer, hein. Voilà, c'est plus simple comme ça, quoi. 70 dégâts pour 2 énergies ténèbres, donc c'est très léger, et vous allez faire 10 dégâts supplémentaires pour chaque carte temps passé dans votre défausse. Alors dans cette decklist, hein, vous le voyez, il n'y en a pas des masses des temps passés, vous avez les 3 Regilune, les urnes, Professeur Olim, Flotte-Mèche, dont on va parler un tout petit peu après, et Bébé Rugilune, forcément. Donc c'est assez léger, mais il peut monter assez haut dans les dégâts, du moins suffisamment pour aller prendre des Nigosiers, ou peut-être même un petit peu des Amphinobi radieux, ce genre de cartes. C'est pas déconnant. Et puis 70, c'est quand même vraiment pas mal, parce que ça peut prendre Guerryland, ou les petits basiques, genre Frigodo, Kenotor, ce genre de petites choses. C'est plutôt agréable. Donc du coup, là, vous avez une solution One Prizer qui est vraiment pas déconnante, parce que 2 ténèbres, c'est quand même très léger. Bon, sa deuxième attaque, une ténèbre, 3 incolores, 120, on s'en fiche, hein. Vous vous en doutez, c'est beaucoup trop cher. Fluttermane, ou de son nom français Flotte-Mèche, est excellent. Déjà, il a qu'un seul coup de retraite. Et ça, c'est vraiment pas mal, parce que le deck souffre un petit peu de pivot, hein. On est obligé de jouer des chariots échanges quand on n'a pas de Pokémon qui a 0 de retraite, sauf Muex. Donc vous voyez que c'est quand même sacrément léger. Mais surtout, l'intérêt de Flotte-Mèche, c'est son talent. Lorsqu'il est sur le poste actif, pardon, le Pokémon actif de l'adversaire n'a pas de talent. Donc c'est très 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 pratique. Par exemple, un Baojian qui va arriver sur le poste actif ne pourra pas faire son talent, alors qu'il est obligé d'être sur le poste actif pour l'activer. Et bah Flotte-Mèche lui dit non. Les Guerryland, tout ça, ce genre de choses ne marche pas. Donc ça vous permet d'avoir un accès, enfin plus de contrôle sur toute la partie grâce à Flotte-Mèche. Et globalement, vous allez voir quand je vais en parler, mais Flotte-Mèche va finir par attaquer face à certains match-up. Face à du Lost Zone, vous faites attaquer Flotte-Mèche, il n'y a pas de souci. Le bébé Rugilune, c'est une vraie menace contre certains match-up, contre Gardevoir par exemple, on en parlera un petit peu plus tard. Mais du coup, c'est un ajout exceptionnel. Fluttermane, je vais pas trop dire Flotte-Mèche parce que Fluttermane, c'est un petit peu plus pratique. C'est un très bon pivot, comme je vous l'ai dit. Un coup de retraite, c'est plutôt agréable. Baby Moon est très simple à placer. Deux ténèbres, on va très vite avec ça. Je me suis un petit peu répété. Aussi, d'autres choses qui sont très agréables pour le deck, c'est le fameux combo Ninja Catcher Cologne. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez Amphinobi Radieux qui peut mettre 90 dégâts à 2 Pokémon. Sauf que généralement, les gens vont jouer Manafi. Manafi, c'est un Pokémon qui dit que vos Pokémon de banc ne prennent pas de dégâts. Enfin, de dégâts, pas de marqueur de dégâts, hein, attention. Et bah du coup, ce qui est problématique, c'est quand vous avez des énergies hautes dans votre deck, votre Amphinobi peut attaquer, s'il y a Manafi en face, on n'a aucun intérêt. Et ben, le deck maintenant a la place de jouer Counter... Non, pas Counter Catcher. Prime Catcher. Et ça, c'est très fort. Ça permet du coup d'envoyer Manaphy directement sur le poste actif et de comboter avec Counseling Cologne, parfum inhibiteur de son vrai nom, qui fait que le Pokémon sur le poste actif n'a pas de talent. De manière... Enfin, avant, la carte n'avait strictement aucun sens, hein, c'est bloquer le talent, mais que pendant ton propre tour. Super. Et ben là, du coup, vous envoyez enfin, le Manafi de l'adversaire sur le poste actif, vous bloquez son talent, et tac, 90-90 avec Amphinobi, c'est vraiment, vraiment très fort. Du coup, ça va donner une autre solution One Prizer potentiellement à votre deck, puisque 90 ça reste pas trop mal. Ça fait aussi que Amphinobi n'est pas passif, et ça c'est aussi un très bon atout, parce que ben, avant, vous allez mettre Amphinobi sur le banc et vous pouvez rien en faire, c'est un peu triste. Et du coup,
vous avez un accès à un autre attaquant et vous pouvez mettre donc plus de pression encore sur votre adversaire. Donc ça c'est bien. Les autres atouts, alors on le voyait un petit peu jouer de temps en temps, surtout au tout début de Turbo Moon, mais il est de retour, et moi je l'ai toujours considéré, parce que c'est un de mes Pokémon préférés, peut-être même mon Pokémon préféré, c'est Darkrai, qui est joué là-dedans en V-Star, forcément, hein, vous n'allez pas jouer de Darkrai One Prizer, d'ailleurs je sais même pas si on a de légal en standard. Peut-être, je sais plus. Bref, mais en tout cas, c'est Darkrai V-Star qui est évidemment joué parce que son talent V-Star. Euh, pour moi, c'est tout simplement l'une des meilleures cartes du deck, juste parce que son pouvoir V-Star. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça peut arriver, hein, il n'est pas non plus très connu, vous ajoutez 2 objets de votre pile de défausse directement à votre main. Et comme vous l'avez vu dans la decklist, il y a énormément d'objets très utiles dans votre decklist. Que ce soit les échanges d'énergie, que ce soit les fortifiants obscurs, tout ça, c'est des cartes qui sont très 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 pratiques et qui sont bonnes à récupérer avec Darkrai. Donc du coup, ce V-Star Power va vous donner une capacité de comeback démente, dans le sens où, oh non, j'ai plus de Dark Patch, V-Star, je les reprends. C'est génial. C'est un bon attaquant aussi. Alors, pas non plus exceptionnel, mais dans certains match-ups, il peut être vraiment pas mal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour 2 incolores, donc déjà c'est gratuit, vous pouvez même lui mettre des énergies haut, parce que vous avez vu, on joue des énergies haut pour Amphinobi. 30 dégâts, tout de suite c'est nul, mais 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie ténèbres sur tous vos Pokémon, donc pas forcément que sur lui, et ça c'est bien. Donc, vous pouvez monter relativement haut dans les dégâts, et si vous avez vos 7 énergies ténèbres en jeu, vous tapez à 270, ce qui est vraiment pas déconnant. Et puis même de base, ça reste un attaquant plutôt honnête. 270 PV, ça fait plus de PV que Rugilune, donc c'est très très bien. Et le truc, c'est enfin ce qui va être relativement problématique pour lui, même si ça peut être positif dans beaucoup de situations, c'est que c'est lui, très probablement, qui va être visé par les Gust. Qu'est-ce que c'est les Gust? C'est les cartes qui vont prendre un Pokémon de votre banc et l'envoyer vers l'actif. Mais du coup, ça fait que si Darkrai se fait viser par les Gust, bah vos Rugilune ne vont pas les subir. Donc c'est plutôt pas mal, parce que du coup vous allez avoir votre Rugilune qui peut mettre une pression de fou en attaquant, mais aussi Darkrai qui va dire ok, si tu mets KO Rugilune, j'ai de quoi me refaire juste derrière. Donc c'est très sympa. Et en conséquence, Darkrai va donner un grind game plus convaincant. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas la définition de grind game, c'est comment ton deck va s'en sortir sur la fin, quoi. Enfin, si la game dure beaucoup plus longtemps. Et ben Darkrai, il va pouvoir faire ça. Plus de PV, tape quand même vachement bien, et un V-Star qui est très 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 intéressant. Aussi, alors ce qui n'est pas tout le temps joué, mais que je trouve très important, à titre de comparaison, je l'ai joué dans un, enfin, j'ai fait une petite modification dans la decklist pour le jouer, et littéralement, il m'a donné une game contre Gros Mago. Donc, c'est plutôt pas mal. Je parle de Great Tusk, qui est Fort Ivoire, c'est ça, Fort Ivoire en français. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une carte qui permet de meuler l'adversaire, de défausser les cartes du dessus de son deck. Donc c'est une carte qui est très intéressante face aux decks rapides, genre Rugilune, oui Rugilune, Augur Pont, enfin tous les decks qui ont besoin de Augur Pont, Irfoudre, tout ça, et aussi et aussi Great Tusk est très bon face aux decks de spam pioche, que ça soit du Lost Zone, ce genre de choses. Donc ça c'est pas mal. Du coup, ça fait que vous pouvez vous adapter un petit peu plus selon certains match-ups. Donc voilà, face à Lost Zone ou face au deck Spam Pioche, tout ça, et ben hop, vous mettez Great Tusk en fin de partie, c'est quand même vachement bien. Ça va simplifier certains match-ups. Déjà, Stall, vous avez un match-up vraiment, vraiment bon face à lui. Bah là, vous allez encore plus l'aider, hein, parce que certes, vous allez meuler qu'une, parce qu'au bout d'un moment, vous avez peut-être plus de all-in où vous n'allez pas forcément vous embêter à les trouver tout le temps. Et ben 1001, 1, 1, 1, au bout d'un moment, vous allez manger des ressources importantes de votre adversaire, quoi. Donc ça, c'est bien, face à contrôle, etc. Et du coup, bah, ça va vous permettre un sacré effet de surprise, sauf si vous commencez directement dessus. Ça, c'est un problème, mais ça arrive, c'est des probabilités qui existent. Le choix de l'Acepex, parce que dans tous les decks de maintenant, vous jouez forcément une Acepex. Avant, enfin globalement, il n'y a pas tout le monde qui joue des Pokémon radieux. Euh, Là justement, il y en a un. Vous avez Amphinobi, mais les Acepex, c'est obligatoire dans tous les decks, tellement elles sont puissantes.
Le choix pour Rugilune, il y en a 2. C'est soit Prime Catcher, parce que bah, vous le connaissez, et on va en parler, et la Secret Box. Évidemment, je vais vous parler tout d'abord de la Secret Box, qui est une Icepex qui date de Force temporelle, je sais même plus. Non, même pas, je sais plus, bref, qu'importe. C'est une carte de consistance très forte, dans le sens où, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous trouvez, enfin, vous défaussez 3 cartes de votre main, ça peut paraître beaucoup, mais d'origine ça va, ça se fait, quoi, vous pouvez sacrifier 2-3 trucs de temps en temps. Ça vous permet d'aller ajouter un objet, un outil, bon, vous en jouez pas, mais bon, c'est pas très grave, une supporter et un stade, et les prendre directement de votre deck à votre main. Donc, ça va vous garantir d'avoir votre professeur Olim, qui est votre meilleur supporter du deck, et bah, vous avez besoin que d'elle, foncièrement. Ça va vous donner accès à votre Pokéstop, et aussi à Dark Patch. Donc ça veut dire vous avez rien, rien qu'avec Secret Box, vous avez potentiellement 2 ou 3 accélérations d'énergie, plus de la pioche indirecte avec Pokéstop. C'est quand même vachement bien. Mais le problème, c'est que ça va vous empêcher de jouer Parfum inhibiteur, et du coup, votre Amphinobi sera quand même sacrément moins bon. Sauf si vous le faites via boss, mais ça veut aussi dire que vous n'avez pas fait Olim dans le tour. Donc c'est un peu problématique. Donc voilà, disons que si vous voulez plus de consistance, la Secret Box est vraiment pas mal. Mais le choix que tout le monde a choisi, sauf d'autres, enfin sauf certains, qui jouent du coup la Secret Box, c'est Prime Catcher. C'est une carte faite pour être agressive, hein, et du coup ça va très bien avec la mentalité du deck, comme quoi il faut aller très vite et très puissamment. Puissamment, je vais peut-être d'inventer un mot, mais il faut y aller en puissance, quoi, de manière énervée. Du coup, ça vous donne le fameux combo Ninja Catcher Cologne, qui va vous permettre de tuer, enfin de mettre KO 2 Pokémon de l'adversaire. Notamment des Pokémon de support comme des Kirlia, des Guiriland, ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. Olim et Catcher dans le même tour, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réinstaller des énergies sur vos Pokémon et faire un truc qui fait plus ou moins comme un du boss dans le même tour. Et ça, c'est quand même sacrément pas mal. Et aussi, c'est une cible de choix quand vous faites Abyss Star. Abyss Star, c'est le V-Star de Darkrai. Imaginez, vous avez 2 Prime Catcher dans votre game. C'est excellent. Potentiellement, bon, ça serait un petit peu absurde, mais potentiellement, vous avez votre rendu boss, registre ami, un deuxième registre ami avec Abysstar et Prime Catcher. Vous avez assez de Gust dans votre deck, en fait, foncièrement, grâce à Darkrai. Donc ça, c'est très 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 agréable. Parce que quand on regarde la liste une première fois, vous vous dites, juste Prime Catcher, juste boss, c'est quand même sacrément léger, mais entre le V-Star et registre ami, vous pouvez faire des trucs de fou. Maintenant, on va parler des match-up. C'est la plus grosse partie de la vidéo, vous vous en doutez, elle est très importante. Donc, comme je vous ai dit, les match-up, c'est la partie de la vidéo la plus importante. Nous allons voir ça tout de suite. Regidrago, pour le moment, c'est un deck qui n'est pas très représenté, mais pour lequel il va falloir faire gaffe d'ici, bah, littéralement, la prochaine extension, qui va devenir très 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 bon. Donc, j'ai voulu vous en parler quand même maintenant, ne serait-ce qu'en prévision du prochain format, quoi. Pour moi, c'est un match-up qui est très positif, parce que globalement, vous allez aller beaucoup plus vite que lui. Lui, il lui faut quand même un tour de setup, parce que c'est un évolutif, quoi. Il a moyen de se préparer très 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 facilement, mais il lui faut quand même ce fameux tour pour passer en V-Star, quoi. Globalement, vous allez faire une game en 2-2-2. Qu'est-ce que j'appelle une game en 2-2-2? C'est que vous allez prendre 2 récompenses, puis 2 récompenses, puis 2 récompenses sur vos 3 tours. Donc votre partie va aller très vite. Ce qu'il faut potentiellement, si vous y avez accès, c'est de viser le Regidrago V. Parce que, évidemment, c'est la clé de son deck. Donc si on peut lui couper les ressources très 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 vite, on va le défoncer, quoi, globalement. S'il a un board assez faible, du genre bench, Tapatoues, Muex, Augerpon, Regidrago, juste ça, autant aller chercher le Augerpon. Voilà, c'est plus facile, enfin c'est pas forcément plus facile d'accès, mais au moins vous allez lui couper son moteur de pioche et d'accélération d'énergie, c'est pas mal non plus. Aussi, le truc pour lequel il va falloir faire gaffe, c'est de faire attention s'il joue l'énergie brume, auquel cas votre match-up va quand même
être beaucoup plus compliqué, parce que votre Régidrago en face de votre adversaire, il a quand même 280 PV, donc vous êtes obligé de faire percée frénétique dessus, la première attaque de Régilune qui one-shot la Terre entière, enfin qui one-shot obligatoirement. Sauf que la brume, elle vous dit non. Donc c'est assez problématique. Et derrière, il a le Bruivern X, ouais c'est ça, Bruivern X, qui fait qu'il prend pas de dégâts des Pokémon de base lorsqu'il déclare cette attaque. Donc, c'est très problématique quand vous pouvez pas le one-shot par percée frénétique, et si en plus vous pouvez pas le toucher, ça devient beaucoup plus compliqué. Cependant, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est s'il a déclaré l'attaque de Bruivern, vous économisez les Gust. Donc par exemple, vous allez faire hors du boss sur un Pokémon de banc, puis Prime Catcher, ça va reset l'attaque de Régidrago ayant copié Bruivern, et du coup vous allez pouvoir l'attaquer quand même avec la deuxième attaque de Rugilune. C'est envisageable. Ce qu'il faut aussi penser, si il joue l'énergie brume, c'est de taper avec Darkrai Vestar, parce que Darkrai Vestar n'est pas un Pokémon de base, et du coup vous allez quand même pouvoir le taper. C'est impossible de one-shot Régidrago Vestar avec Darkrai, mais au moins vous lui mettrez la première calotte, et potentiellement pour l'achever après une attaque de Rugilune. Mais globalement, l'énergie brume n'est pas beaucoup jouée dans Régidrago, donc normalement, il n'y a pas trop de quoi s'en faire, hein. Et puis, si jamais il attache l'énergie brume sur Régidrago, bah vous allez gust les Augureponts, et dans tous les cas, vous allez beaucoup plus vite que lui, donc vous devrez pas avoir trop de soucis sur ce match-up. Ensuite, Gros Mago. Gros Mago qui a plus ou moins disparu, mais que je trouve quand même très intéressant à discuter dessus sur le match-up, puisque c'est un match-up défavorable pour vous, parce que je dis pour vous, si vous voulez jouer Rugilune, bien sûr, pour le match-up Rugilune, quoi. C'est un match-up assez défavorable, et Gros Mago, même s'il performe pas vraiment, c'est un deck qui est très populaire. Beaucoup de gens le jouent, et pour vous dire, à ma ligue, là où le deck est normalement pas représenté, ou juste n'est pas très performant, il y en avait 2 ou 3 dans la salle, quoi. Donc bon. Euh, Votre match-up est un petit peu négatif. Pourquoi? Parce que vous allez être obligé de jouer percée, enfin de faire percée frénétique pour one-shot les gros magos, mais derrière, il y a Amphinobie Radieux qui va attaquer, achever votre Rugilune et potentiellement en blesser un autre pour vous empêcher de faire percée frénétique. Et en plus, il aura placé un One Prizer devant. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc, ce qu'il faut impérativement faire, c'est de viser Palkia V, parce que comme j'ai écrit, vous devez faire percée frénétique pour tuer Gros Mago, et derrière il enchaîne avec Greninja. Greninja est égal à Amphinobie. Sauf que s'il a plus accès à Palkia, il fera pas Amphinobie. Logique. S'il n'y a pas de Palkia tour 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de Two Prizer sur le board, hein, globalement, il faut attaquer avec bébé Rugilune, parce que vous allez forcément prendre les Mordus d'or, et vous avez un attaquant plutôt pas déconnant sur le poste actif. Et surtout, vous, vous allez potentiellement casser sa prize map. Parce que lui va vouloir faire une game en 2-2-2, du genre je prends Rugilune, puis un autre, puis je sais pas, Tapatouès ou ce genre de choses. Et ben il faut le forcer à briser sa prize map si vous avez dû commencer à attaquer avec bébé Rugilune. Ça c'est vraiment important. Ce qui peut se faire aussi, c'est qu'en fin de game, vous attaquez avec Great Tusk, puisque ben, si vous arrivez à faire un peu prolonger la game, et ben, au bout d'un moment, il n'y aura quand même pas beaucoup de cartes dans son deck, et du coup, ben, ça peut lui coûter très 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 cher, quoi. Et aussi, le play qu'il faudrait réaliser, même s'il est très compliqué parce qu'il demande beaucoup de ressources, c'est de faire Moonlight Shuriken tour 1, la fameuse attaque d'Amphinobie, mais c'est quand même relativement coûteux parce il faut faire Professeur Olim, il faut avoir 2 switches d'énergie, c'est un peu beaucoup, mais c'est quand même réalisable. Mais disons que si vous faites Moonlight Shuriken tour 1, la game est plus ou moins pliée à partir de là. Turbo Ironens, pareil, c'est un deck qui est pas très représenté en ce moment, mais qui est quand même très 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 intéressant. L'idéal, c'est de gagner le toss, parce que lui, il est très dépendant de ses supporters, genre de Pepper, ce genre de choses. Mais bon, ça, c'est une histoire de random, donc je ne vais pas trop en parler. Visez les chefs de fer, parce que ils ont la faiblesse ténèbres, et du coup, ça fait que votre bébé Rugilune peut potentiellement aller les chercher, et surtout, Darkrai Vestar va pouvoir les dézinguer.
Et ça, c'est plutôt agréable parce que les 270 PV de Darkrai, bah, Iron Hands ne peut pas aller les chercher avec Arm Press, donc pression des bras. C'est tout de suite très encombrant pour lui et il y a aucun monde où Darkrai V-Star, je parle de Darkrai V-Star, hein, pas de Darkrai V. Darkrai V, il peut se faire one-shot, mais Darkrai V-Star, il y a aucun monde où il va se faire one-shot, sauf si votre adversaire joue des trucs un petit peu bizarres, genre le Miraidon ex-dragon. Du coup, vous allez pouvoir encore plus stack d'énergie sur votre terrain. Donc, globalement, ce qui va se passer, c'est Darkrai met KO un chef de fer. Et derrière, vous avez suffisamment d'énergie on board pour one-shot Iron Hands. Et déjà, là, vous avez pris 4 récompenses grâce à votre Darkrai. La game, elle est finie à ce moment-là, généralement. Il faut économiser les Gust parce que l'adversaire va utiliser son petit baby Miraidon. Et bah, globalement, les chefs de fer avec la faiblesse ténèbres, c'est quand même vachement sympa, hein, c'est quand même vachement pratique. Si vous devez utiliser percée frénétique, donc ça sera pour one-shot un Iron Hands, hein, évidemment, c'est uniquement dans, dans un gameplay idéal, évidemment, c'est celui qui porte le bâton de masse, parce que c'est lui qui déplace les énergies s'il se fait mettre KO, et du coup, vu comme vous allez le mettre KO par un effet d'attaque et non pas par des dégâts, il ne peut pas utiliser son bâton de masse, et bah, c'est plutôt pratique. Et si en plus, votre adversaire a un petit peu galéré sur ses générateurs électriques, vous faites percée frénétique sur l'unique porteur d'énergie et du bâton de masse, vous prenez 2 prizes, il a plus d'énergie en jeu, bon, on est bien quoi. Aussi, si on peut pas contourner le petit Miraidon Dragon là qui charge les Pokémon, il faut préparer 2 Rugilune d'un point de vue idéal. Le premier, il va KO le Miraidon, et l'autre, ça va être pour le reste de la game. Parce que vous pouvez pas être dépendant de Baby Moon à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les 140 PV, il peut les prendre sur un Pio Very Much. Donc, votre Pokémon One Prizer, il va passer pardon, en Two Prizer et bah, c'est pas le but, quoi. Donc, autant pouvoir tanker. Ou alors, s'il fait Arm Press, c'est il a dû utiliser beaucoup plus de ressources que prévu. Et ça veut aussi dire qu'il a bench plein de chefs de fer et vous allez lui faire payer juste derrière, quoi. Donc l'idéal c'est d'avoir 2 Rugilune de préparer et aussi d'avoir économisé ses Gust et notamment en ayant placé Darkrai V-Star sur votre banc pour les reprendre potentiellement avec Prime Catcher, tout ça. Donc voilà, c'est un match-up qui est relativement positif mais qui est quand même assez complexe parce que bah, Multiboku c'est une attaque qui est vraiment pas mal quoi. Sablezard, c'est un deck qui est pas très représenté, mais qui fait beaucoup de mal. Disons que c'est je crois, c'est le deck qui a le meilleur pourcentage de victoire sur Limitless. Donc il n'est pas beaucoup joué, mais il gagne. Euh, pour moi, ce qu'il faut faire quand vous jouez Rugilune face à Sablezard, vous allez go first. Oui, je sais, c'est un deck turbo, vous voulez go second, mais face à ce genre de deck, à Sablezard, tout ça, il faut go first. Pourquoi? Vous avez Flotte Mèche. Et du coup, si vous jouez en premier, vous allez pouvoir placer Flotte Mèche avant qu'il fasse ses Guerryland. Alors que si vous jouez second, il aura eu le temps de faire 1, 2, 3, peut-être 4 Guerryland. Et à ce moment-là, votre Flotte Mèche est plus réellement utile. Donc autant go first. Vous allez avoir un setup un peu moins bien, mais lui n'en aura pas du tout potentiellement. Donc c'est plutôt pas mal. L'idéal, c'est de faire taper Flotte Mèche et le plus vite possible. Parce que 90 dégâts, c'est quand même vraiment pas déconnant. 2 marqueurs sur le banc, pareil, c'est assez utile. Par exemple sur un Nigosier ou ce genre de choses, c'est plutôt agréable. 90 PV, c'est un bon chiffre. Du coup, autant faire taper le flotte mesh. Ensuite, une fois que votre flotte mesh aura bien fait son taf, vous pouvez enchaîner avec Baby Rugilune parce que 70, pareil, c'est un bon chiffre. Et puis, vous allez potentiellement utiliser une Union terrestre ou deux, une petite Olim, tout ça. Du coup, votre Rugilune va pouvoir monter assez facilement à 110 dégâts pour one-shot le Nigosier. Et vous avez 140 PV, c'est beaucoup trop pour lui, que ce soit avec Tenefix ou Nigosier. Donc, plutôt pas mal. Ensuite, ce qui va le ravager, c'est de faire Amphinobi, Catcher, Cologne. Ça sert à rien, je pense, de le faire tour 1. Ça va vous faire payer beaucoup trop de ressources. Et moi, quand j'ai déjà affronté du Sablezard ou du Lost Zone de manière assez générale, Ninja, Catcher, Cologne, je l'ai fait genre en milieu de partie. Donc vous n'êtes pas obligé de tout cramer pour essayer de le faire. Autant juste poser Flotte Mèche, le faire attaquer tranquillement, et voilà.
En fin de game, ce qui est plutôt intéressant, c'est de faire taper Darkrai Vestar, parce que il n'est pas à portée de Radzard, de Radiant Charizard, du haut de ses 270 PV. Et comme vous l'avez vu, c'est quand même très facile de le faire taper suffisamment fort, hein, parce que vous avez 30 dégâts natifs, une énergie 60, 90, 120. Il vous faut 3 énergies on-board pour pouvoir one-shot Nigosier ou Ténéfix. 2 énergies de plus pour aller choper Dracofeu Radieux. Franchement, ça se fait très facilement. Donc voilà, plutôt pas mal. Mais évidemment, il faut que Darkrai n'ait pas pris de dégâts, parce que bah, juste 20 dégâts, ça suffit à Dracofeu Radieux pour lui exploser la tronche. Donc pour moi, c'est un match-up un peu négatif, juste parce que Dracofeu Radieux globalement, hein. 250 PV, ça vous one-shot tout votre deck, sauf Darkrai. C'est pour ça que Darkrai est plutôt pas mal. Pidgeot contrôle. C'est un match-up qui est très compliqué, parce que bah, déjà c'est contrôle, donc forcément que c'est compliqué. Pour moi, il est assez positif, parce que vous êtes très agressif avec Rugilune. Du coup, ça va lui mettre une pression complètement dégène, et ça va être très compliqué pour lui d'enchaîner les trucs. Dans un premier temps, je dirais qu'il faut le forcer à mettre l'énergie brume sur autre chose que Roucarnage. Donc, admettons, vous êtes très 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 agressif et il est obligé de poser Mimikyu. Mais Mimikyu tout seul, il fait pas grand chose. Déjà parce que vous avez bébé Rugilune, mais en plus, vous avez Percée Frénétique qui peut one-shot le Mimikyu. Alors bon, ça fait un peu cher payé, mais c'est quelque chose qui arrive. Du coup, bah, il va se sentir obligé potentiellement de mettre l'énergie brume sur Mimikyu. Et là, comme ça, il va vous dire, ok, maintenant, t'as plus accès à ton gros Rugilune, enfin à ton Rugilune X, et là tu vas devoir me taper avec le bébé Rugilune, et si j'ai mis une amulette sur mon Mimikyu, tu le buteras pas. Et du coup, ça fait qu'il n'aura pas d'énergie brume sur son Roucarnage, très probablement. Vous avez juste à Gust le Roucarnage, lui faire une grosse percée frénétique, et à partir de là, il a plus de Roucarnage en jeu. Évidemment, vous avez capté, un Roucarnage, c'est la carte clé de son deck, du coup, il faut lui casser la gueule. Il faut jouer ultra agressif, parce que si vous prenez un petit peu trop de retard, ben, Contrôle saura vous le faire comprendre, quoi. Évidemment, ce qu'il faut faire, si je vous ai dit de défoncer le Roucarnage, il faut aussi viser les Roucouls, potentiellement, si vous en avez la capacité avec Moonlight Shuriken ou juste un Gust bien placé. Économiser ses ressources, ça c'est très important puisque ça reste un contrôle. Du coup, il peut potentiellement avoir accès à des trousseurs, Eri, ce genre de choses, donc il peut vous manger vos Dark Patch, ce genre de choses. Donc il faut faire gaffe, faites gaffe quand même. Et évidemment, ce qui est très important, c'est de garder Abyss Star de disponible. Donc sur votre banc, vous mettez votre Darkrai, il servira à un moment donné ou à un autre, ça sera parfait. Pour le match-up suivant, Lost Zone Dragapult. Parce que oui, ça existe. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est fort! C'est un espèce de Sablezard, sauf qu'il a du spread plus violent et un Two-Prizer bah, très fort, quoi. Rien, c'est quand même quelque chose. Pour moi, bah, c'est un peu comme Sablezard, hein. Vous allez jouer le match-up un petit peu de la même façon, c'est juste qu'il y a 2-3 subtilités qu'il va falloir changer. Donc, comme tout à l'heure, il faut go first, selon moi, et jouer Flotte Mèche, le faire taper le plus vite possible, enchaîner avec Bébé Rugilune, et ensuite on peut jouer Ninja Catcher Cologne, évidemment. Cependant, pour ce qui est de la suite, parce que Lancerien existe dans son deck, forcément, pour moi, il faut bench Rugilune X, évidemment, que pour prendre un KO sur Rugilune. Pas du tout, sur Lancerien. Parce que, ben, en face, il a quand même que 230 votre Rugilune. Du coup, vous allez pas aller très 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 loin. Et évidemment, du coup, c'est du Lost Zone, il joue pas d'énergie brume. Du coup, il faut impérativement trouver un moyen pour éclater ce lance-rien lorsqu'il arrivera. Puisque les 6 marqueurs de dégâts qu'il va placer sur votre banc, ils sont exceptionnels face à vous, puisque 3 marqueurs sur 2 Rugilune, et ben ça fait que derrière il vous reste 200 PV, et Rugilune quand il fait percée frénétique, il se met 200, donc vous n'avez pas envie de suicider votre Rugilune, c'est logique. En fin de game, ce qui peut être bien aussi, c'est de faire taper Darkrai, comme je vous l'ai dit, parce que 270 PV, c'est un chiffre vraiment pas mal. Pour la suite, Ancienne Box. Donc déjà, c'est un match amical entre deux potes. Vous jouez Rugilune X, lui il joue Rugilune normal. Pour moi, c'est un match-up assez équilibré, pour plein de raisons. Vous pouvez aller beaucoup plus vite que lui.
dans le sens où votre Rugilune X peut taper très fort, quoi. Alors que lui, il va lui falloir 2 tours pour pouvoir, par exemple, one-shot, enfin, prendre votre Rugilune X. Donc vous allez pouvoir aller plus vite que lui. Ce qu'il faut faire, c'est de one-shot son... enfin, d'aller choper son Greninja. Parce que du coup, ça va lui retirer un petit peu de moteur de pioche. Voilà, c'est quand même très important. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de switcher entre ses attaquants. Admettons, par exemple, son Rugilune, au premier tour, il va vous infliger, je sais pas, 100 dégâts sur votre Rugilune X. Du coup, il a besoin que de 3 autres temps passés pour aller choper votre Rugilune X qui vient de blesser. Bon, bah du coup, on part sur un autre Rugilune, et là, il lui faudra soit un Counter Catcher, soit plus de ressources pour le prendre. Donc voilà. Évidemment, c'est un deck assez agressif en fin de partie, du coup, on va éviter de bench Tapatoues et Muex, hein. Muex peut être bien si l'adversaire a décidé de bench double flotte mèche pour que vous puissiez potentiellement faire Moonlight Shuriken en copiant l'Orphinobi. Bon, c'est très léger, mais c'est quelque chose qui existe. Si vous utilisez Luminéon, il faut que derrière vous puissiez attaquer avec, puisque oui, on peut le faire, et il faut aussi qu'il puisse prendre un KO. Sauf que 120 PV, c'est quand même sacrément léger, du coup il faut taper sur flotte mèche, quoi, globalement. Ça fait beaucoup de ressources, donc évitez d'utiliser Luminéon. Et évidemment, si vous pouvez le faire, il faut faire taper bébé Rugilune, parce que au tout début de game, 70 dégâts, vous en ferez rien, sauf s'il y a flotte mèche, évidemment. Mais sur la toute fin, bah, c'est faisable de monter à 140 dégâts pour aller choper les Rugilunes de votre adversaire. Sauf que ils auront probablement la capsule temps passé. Mais s'ils l'ont pas, vous pouvez passer, vous, de votre côté, sur bébé Rugilune aussi. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui existe. Donc voilà, pour moi, c'est un match-up équilibré dans le sens où vous pouvez avoir un start beaucoup plus rapide que lui, beaucoup plus énervé, mais ça va se rééquilibrer à un moment donné et ça peut inverser les valeurs, quoi. Ensuite, Stall. C'est un des match-ups les plus positifs que vous avez, parce que vous êtes beaucoup plus rapide que lui. Euh, Évidemment, c'est Stall. Mais surtout, vous avez des solutions face à tous ces Pokémon. Vous avez plein de cartes de Switch. Vous avez 2 Switch cartes, le Prime Catcher et Darkrai. Darkrai, c'est pas une carte de Switch, mais ça vous redonne accès à des cartes de Switch potentiellement. Du coup, pour moi, ce qu'il faut faire face à Stall, vous devez jouer que le strict nécessaire. Globalement, 2 Rugilune X, Darkrai. C'est tout, vous n'avez pas besoin de plus. Et aussi, vos Rugilunes doivent porter des énergies eau, non pas pour Amphinobi, mais pour économiser vos énergies ténèbres pour que Darkrai lui-même puisse taper de manière assez optimale. Au tout début, vous allez, si vous y avez accès, bench Darkrai le plus vite possible. Parce que si votre adversaire est un petit peu agressif sur ses détrousseurs, ce genre de cartes, et ben au moins vous avez accès, vous pouvez les reprendre très facilement avec Darkrai. Et éviter de perdre trop de temps sur la longueur de la game, quoi. Il faut garder Baby Moon de côté, parce que on sait jamais, il peut peut-être poser une brume sur son Mimikyu. Auquel cas, là, tout de suite, ça va être très problématique, parce que bah, du coup, votre Rugilune ne le prend pas, Darkrai le prend pas, tout ça, et bébé Rugilune pourra potentiellement aller le choper. Bon, admettons qu'il ait une cape héroïque, c'est tout de suite problématique, mais vous allez pouvoir lui mettre une pression, vous pouvez two-shot son Mimikyu, et c'est bien de faire des panias tout le temps, mais au bout d'un moment, ça passera plus, ou juste vous allez mettre une trop grosse pression, et on sera pas mal, quoi. Quand vous aurez utilisé 2 Pokéstop, à force de prendre des KO avec Rugilune, vous pouvez passer sur Darkrai, puisque il va quand même sacrément bien contrôler votre main ou votre deck. Du coup, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué de trouver vos Pokéstop pour faire taper votre Rugilune, parce que vous n'avez pas trop envie de faire taper votre Rugilune avec Percée Frénétique. Du coup, c'est bien d'utiliser Tempête Calamiteuse, même si Percée Frénétique, c'est une solution qui est plutôt pas mal. Du coup, autant faire passer Darkrai à un moment donné. Il est même capable de taper plus fort que Rugilune avec Tempête Calamiteuse. Lui, il peut monter potentiellement à 270 dégâts. Ça se fait vraiment. Aussi, si vous jouez machine dans votre Rugilune, c'est des choses qui arrivent. Ce qui peut se faire aussi, qui est plutôt pas mal, c'est de suicider Rugilune. Vous savez, hein, il se met 200 dégâts, vous pouvez quand même réattaquer, derrière il va se faire mettre KO. Du coup, comme ça, votre machine va lui faire piocher moins de cartes. Évidemment, vous faites ça après avoir défoncé son Motisma. Parce que Stall, généralement, une fois que son Motisma est mis KO, bah, il va pas en remettre, hein.
Sinon, c'est quand même sacrément dangereux pour sa part. Donc voilà, potentiellement, derrière, ça va vous donner accès à machine à 4, ou potentiellement à 2, même si c'est quand même assez peu probable. Mais voilà, c'est des choses plutôt pas mal. Bao Jian, c'est un match-up assez positif aussi, même si il a des solutions. Tout d'abord, face à Bao Jian, vous allez go first, exceptionnellement. Et pareil, on va mettre Float Mesh en actif. Comme ça, non seulement vous allez prévoir un pivot, parce que globalement dans le match-up, il y a peu de chances qu'il attaque Float Mesh. Au moins, vous allez avoir un bon pivot, et aussi vous allez bloquer le talent de Bao Jian, et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Après, à la limite, Float Mesh, il peut attaquer, hein, c'est pas trop déconnant, parce que s'il y a un frigo d'eau ou un queue notoire sur l'actif, ça serait dommage de s'en priver. C'est quelque chose qui peut arriver. Aussi, donc du coup, en admettant que vous avez Go First, tour 2, c'est quand même beaucoup plus faisable de penser à Moonlight Shuriken pour aller défoncer des frigos d'eau. Donc ça, c'est plutôt pas déconnant. Ensuite, Rugilune X, il sert uniquement pour one-shot Baojian, parce que 220 PV, vous défaussez un Pokéstop, parce qu'il y aura toujours un Pokéstop en jeu, vous vous en doutez, bah c'est parfait pour mettre KO le Baojian, parce que vous n'avez pas trop envie de percer frénétique, évidemment. Euh, Aussi, le truc qui serait assez idéal, c'est de garder un Rugilune X de côté dans votre main. Comme ça, vous pouvez en sortir un de nulle part et surprendre votre adversaire et avoir un KO un petit peu surprise et important, puisque si vous en jouez, enfin si vous avez les deux sur le terrain, votre adversaire peut utiliser potentiellement Moonlight Shuriken pour non seulement gratter vos Rugilunes, mais surtout les empêcher de faire percer frénétique. Si jamais votre adversaire vire son Pokéstop ou que vous ne trouvez pas le vôtre, vous êtes obligé de faire percer frénétique. Et si Amphinobi vous a touché, eh ben, vous allez vous suicider dessus et c'est vraiment pas optimal. Voilà, pour ce qui est du match-up Baojian. Miraidon, c'est un match-up équilibré dans le sens où celui qui gagne le toss, il est quand même beaucoup mieux parti. Parce que bah, dans tous les cas, Miraidon, il tape à 220, avec Elector, il tape à 230, donc ça veut dire qu'il one-shot votre Rugilune, et vous pouvez le one-shot aussi. C'est une grosse game d'à la chance, quoi, globalement, et celui qui économise le plus, c'est Gust. Donc bon, voilà, quoi. Donc dans un premier temps, gagner le toss, c'est mieux. Ensuite, éviter de faire percer Frénétique, puisque lui, il a accès à multi-beaucoup. On sait jamais. Mais bon, 220 PV, Raikou qui en a 200, Raichu qui en a 200. Normalement, ça devrait le faire. Il y aura très probablement un stade en jeu. C'est ok. Si on a Go First, l'idéal c'est de terminer avec Baby Moon sur le poste actif. Pourquoi Baby Moon? Ben parce que déjà c'est un One Prizer. Et en plus, lui n'est pas à portée de Ampu Very Much. Ampu Very Much, ça fait 120 dégâts. Et votre bébé Régilune à 140. Donc du coup, vous allez terminer votre tour avec, hop, devant, j'ai un One Prizer, donc si tu le tues, c'est pas intéressant pour toi, et en plus, tu peux pas faire multi beaucoup dessus. Voilà. Bon, de l'autre côté, ça fait que il demande 2 énergies pour battre en retraite, ce petit Rugilune, mais ça reste important. Ensuite, on a Dracofeu, évidemment, très 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 populaire, déjà parce que c'est Drac, et aussi parce que le deck est bon. Pour moi, c'est un match-up positif, mais attention quand même, faut faire gaffe, hein. C'est un tout petit peu positif pour vous, quoi, on va dire ça comme ça. Ce qu'il faut faire en priorité face à Dracofeu, c'est de défoncer ce Roucarnage, hein, c'est en priorité, parce que bah, c'est cette carte-là qui va lui donner toute la consistance. Il va pouvoir aller ajouter n'importe quelle carte de son deck à tous les tours, donc si on peut lui priver cette ressource, c'est pas mal. Ensuite, ce qui est optimal pour vous, c'est de viser une game en 2-2-2, comme je vous ai expliqué, c'est de faire 2 récompenses, puis 2 récompenses, puis 2 récompenses. Ensuite, prendre des KO que si on prend 2 prizes à chaque fois. Donc, que ça soit avec Moonlight Shuriken, que ça soit avec Percée Frénétique sur Roux Carnage par exemple. Voilà, vous passez en game en 2-2-2. Pourquoi en 2-2-2? Puisque si vous tombez à 3 prizes, on va en parler, et ben Dracofeu va pouvoir taper à 270 et ça prend votre Darkrai. Alors que si vous avez pris que 2 récompenses, il ne prend plus Darkrai, ou alors il est obligé de passer par bandeau de défi. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Toujours garder Darkrai en stock, parce que c'est un deck qui spamme les machines, et avoir accès à 2 objets directement quand vous voulez, c'est quand même pas mal.
pour moi, le plan assez idéal, c'est de faire Moonlight Shuriken pour prendre 2 prizes, ensuite Rocarnage, ensuite Dracofeu. Et le truc qui est pas trop mal en plus dans ce match-up, c'est que vous pouvez potentiellement perdre un tour, puisque l'adversaire va éviter, enfin va pas forcément vous boss votre Tapatouet sur votre Muex, déjà parce que bah, on va éviter de bench ça, hein, de manière générale, mais il va pas boss votre Rugilune X ou ce genre de choses, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour lui. Du coup, si vous perdez un tour sur ah mince, tour 1, j'ai pas fait Moonlight Shuriken, bah tour 2, c'est probable de pouvoir le faire, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Roucarnage, vous lui explosez sa tronche avec Percée Frénétique, et ensuite, il vous reste plus que 2 récompenses. Bon, bah, il y a une Percée Frénétique qui tombe sur Dracofeu ou sur quoi que ce soit d'autre. Aussi, si vous pouvez pas faire votre game en 2-2-2, ce qui est pas mal, c'est potentiellement de briser sa prize map pour qu'il tombe à une seule récompense restante, et derrière vous pouvez copier Burning Darkness avec Muex. Ça vous donne un autre attaquant potentiel. C'est quelque chose qui peut être important. Genre si vous avez plus de Rugilune X ou si vous n'y avez pas accès, hop, Muex peut faire le taf. Voilà pour ce qui est de comment on gère le match-up Dracofeu selon moi. Ensuite, Lansorien, là c'est légèrement négatif pour vous. Pourquoi Phantom Dive. Ça s'explique comme ça. 200 dégâts et 6 marqueurs, c'est genre parfait contre Rugilune. Il va mettre 200 sur votre actif. Admettons, je sais pas, Flotte Mèche, par exemple. Et ensuite, il va diviser ces 6 marqueurs de dégâts sur vos Pokémon de banc. Il va mettre 3 marqueurs sur votre Rugilune X et 3 marqueurs sur l'autre Rugilune X. Du coup, derrière, ça fait qu'il vous reste plus que 200 PV. Si vous faites percer frénétique, vous vous one-shotez, enfin, vous mettez KO. Et si ça n'a pas suffi, il tape à 200 et il vous prend votre Rugilune. Donc, c'est compliqué. Donc, pareil, il faut défoncer ce Roucarnage parce qu'il est très probablement sur le banc. Pareil, on essaye de viser une game en 2-2-2. Pareil, c'est plus simple. Prendre des KO que si on a. Enfin, que si on prend 2 prizes à chaque fois. Pareil. Vous voyez, Lansorien et Dracofeu se ressemblent beaucoup, donc votre prize map et même votre game plan va pas énormément changer entre les deux. Pareil, on garde Darkrai en stock, il est toujours efficace. Et en plus, 200 et 6 marqueurs, ça suffit pas. Pour prendre Darkrai Vesta. Donc c'est pas mal. Même si on va éviter de le faire attaquer, Darkrai. Il y a peu de chances qu'il soit réellement utile. Pareil, le game plan, Moonlight Shuriken, Roucarnage, Lansorien, parfait. Et sur votre banc, évitez d'avoir 2 Rugilune X, jouez qu'avec un seul, puisque comme je vous l'ai expliqué, le spread de 60 dégâts, ça va vous bloquer 2 percées frénétiques. Du coup, autant en bench 1, comme ça vous pouvez Sada dessus pour piocher, et on va en garder un de côté parce qu'il faut impérativement qu'on puisse faire percer frénétique, quoi. C'est logique. Lost Box, alors comparé à Sablezard et à pas du tout, à Lost Zone, Lansorien, pour moi c'est un petit peu plus positif. 55-45, je suis peut-être un peu dans l'abus, ceci dit, mais ça serait plus un 52-48. Pourquoi? Parce que vous avez Flotte-Mèche et lui, Lost Box, de manière un peu plus générique, est très dépendant de ses Guerryland. Beaucoup plus que Sablezard ou Lost Zone Lansorien. Du coup, ben pareil, go first et on met Flotte-Mèche, on fait taper Flotte-Mèche, on enchaîne avec Bébé Rugilune, Ninja Catcher Cologne, ça fait des dingueries, Darkrai Vestar en fin de game, c'est vraiment pas mal. Et le truc qui est pas mal, enfin qui est primordial, c'est son Vestar, puisque ce qui peut arriver, qui est très 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 intéressant et qui m'est déjà arrivé face à Lost Box, c'est de pouvoir faire potentiellement 2 fois Amphinobi, Catcher, Cologne. Parce que si vous faites taper 2 fois Amphinobi, alors là c'est une dinguerie quoi globalement. Et aussi viser le Ténéfix parce que bah, c'est lui qui va vous bloquer votre percée frénétique ou juste vous bloquer tout court, hein, parce que c'est quand même sacrément fort ce petit Ténéfix. Donc potentiellement lui défoncer la gueule, c'est vraiment pas mal. Ensuite, Lugia Pashmila. Alors là, c'est globalement votre match-up le plus désastreux pour plein de raisons. Mais d'abord, je vais vous expliquer d'abord pourquoi. Énergie brume. Déjà, ça c'est pas mal. Il va mettre son énergie brume sur Lugia Vestar. Il tape à 220. Ça veut dire qu'il va vous défoncer votre Muex, votre Tapatoues, ce genre de choses. Même Darkrai V aussi. C'est pas très pratique. Du coup, si vous, derrière, vous pouvez pas faire percée frénétique. Derrière, les Pashmila, ils sont capables de vous one-shot.
Et bah, c'est des One Prizer. C'est des One Prizer qui sont capables de vous défoncer vos Two Prizer. Donc ça, c'est pas cool. Ensuite, il y a Percée Frénétique, et ils ont 110 PV. Donc votre Rugilune, X, il va être obligé de défausser un stade pour buter ces Pashmila. Bref, vous comprenez que c'est beaucoup trop la galère face à Lugia Pashmina. Mais il y a quand même des game plans où vous pouvez tenter de faire quelque chose. Faut forcer le chaos sur Lugia V, pas Lugia V Star, attention, Lugia V, c'est moi qui me suis trompé, c'est le chaos sur Lugia V. Parce que ben, il y a peu de chances qu'il en ait deux on board, et puis même au pire, si vous en butez un, ça vous fait deux prizes. Vous êtes plutôt bien avancé, même s'il va se passer des choses derrière. Mais s'il a qu'un seul Lugia V, faites tout votre possible pour lui casser la gueule, globalement. Moonlight Shuriken sur les Shinshidou, ça c'est plutôt obligatoire, ils ont 60 ou 70 PV, donc ils sont complètement à portée de Moonlight Shuriken, donc ça c'est bien. N'hésitez pas à sacrifier des Sada ou des Rugilune X pour que bébé Rugilune puisse KO les Pashmila. Il faut que 4 temps passés dans la défausse, ça reste assez faisable, sachant que vous avez 3 yeux de terrestre dans le deck, quoi. Et aussi, s'il la passe près de les énergies, genre admettons, il a fait Talon Aéroptérix mais 4 sur Lugia, et ben, vous pouvez aller lui casser la gueule à ses Aéroptérix, parce que globalement, vous allez laisser le Lugia sur le poste actif, parce qu'il n'est pas capable de one-shot votre Régilune X, il tape à 220, vous avez 230, et derrière, ben, vous tuez un Aéroptérix, il n'en a plus qu'un, vous tuez le deuxième, et ben là, il va plus faire grand-chose, hein. Les Pashmila, ils peuvent one-shot la Terre entière, d'accord, mais s'ils ont plus rien pour les charger, voilà. Mais c'est très compliqué comme match-up, donc bon. Essayez juste de péter la gueule à l'unique Lugia, ça fera déjà bien le taf. Ensuite, Lugia Iron Hands, qui est une autre variante qu'on voit énormément. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus positif, puisque bah, déjà, il n'y a pas de One Prizer en face de vous, donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, on force le chaos sur Lugia V, non pas V Star, mais sur Lugia V. On essaye de viser les Aéroptérix pour qu'il n'ait pas assez d'énergie en jeu pour Serbilin V. Parce que c'est un bilan V, bah, lui, il peut vous one-shot tout votre deck, globalement. Darkrai, ça devient un bon attaquant si on a viré les Aéroptérix et que l'adversaire a pas trop spread d'énergie. Parce que il va monter assez haut dans les dégâts et peut être très facilement très rentable, Darkrai V-Star. Aussi, si on descend à 3 prizes, ce qui n'est pas censé énormément arriver, mais ça peut arriver, si vous avez plus que 3 prizes, ce qui peut être très intéressant, c'est de endommager le pomme de fer, et derrière de copier Ampio Very Much avec Mew X pour l'achever et terminer la game avec 3 prizes d'un coup. Ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal et qui peut surtout vous rassurer sur votre prize map. Enfin, vous rassurer, vous rééquilibrer et surtout terminer la game, non seulement en beauté, mais de faire ça de faire ça bien sans trop vous manger de ressources. Ensuite, Raging Bolt, Irfoudre. Pareil, c'est un match-up qui est comme Miraidon, sauf que vous avez plus d'armes que Irfoudre, je trouve. Déjà, le truc qui est bien, c'est qu'il faut gagner le toss, hein, mais vous avez des solutions. Comparé à Irfoudre, où bah, il va mettre que des two prizers en jeu, très probablement, plus son Amphinobi, et il n'y a pas tout le monde qui joue Pelage Chablé, le petit Pelage Chablé. Donc, ça reste envisageable. Si vous jouez en Go First, globalement, si vous avez perdu le toss, ne posez aucun two prizer en jeu. C'est pas compliqué, parce que bah, son but, ça va être de vous KO tour 1, et bah, s'il y a un two prizer, c'est lui qui va prendre l'avance, alors que s'il met KO bébé Rugilune ou Flotte Mèche, bah, vous en avez rien à faire, quoi. Donc, l'idéal, c'est de go first et de terminer avec Flotte Mèche sur le poste actif, comme ça, s'il start avec Augur Pont, bah, il en a un de moins qui fonctionne, c'est toujours utile, quoi. Ça lui fait une pioche de moins, un talent de moins, une énergie en moins sur le board, c'est ok. Si whiff le KO T1 de go second, alors ça c'est très peu probable, mais c'est quelque chose qui existe. Ce qui peut se faire, c'est de viser un two-shot de Augur Pont avec bébé Rugilune, parce que 240 PV c'est un peu trop pour votre bébé Rugilune, mais les Augur Pont et leurs 210 PV, c'est quand même beaucoup plus faisable. Et comme ça, vous avez toujours votre solution One Prizer. On garde de côté Iron Bundle parce qu'il aura généralement un seul Pokémon One Prizer en jeu,
et s'il bricasse un petit peu, il va vous l'envoyer sur le poste actif, son petit Amphinobi, et et il va se dire, ah ah, il va pouvoir prendre qu'un seul prize ce tour, talent de haute de fer, il vous envoie un tout prizer obligatoirement, voilà. Aussi, Darkrai peut attaquer, mais à une seule condition. Darkrai n'attaquera que si vous avez utilisé son V-Star. C'est pas dans le sens où vous posez Darkrai, c'est un autre attaquant, et puis voilà. Non, là, il faut vraiment jouer de manière optimale tous les tours, puisque Earfoudre a besoin de moins de ressources que vous pour prendre des KO, mais vous avez des solutions One Prizer. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. Ensuite, quelque chose qui peut exister, c'est que Mew EX copie l'attaque de Earfoudre, le Bellowing Thunder, qui, ça doit être tonnerre rugissant, un truc dans le genre, puisque bah, il va avoir toutes ses énergies on board, il les défausse, il les remet, ça vous connaissez. Ben vous pouvez très facilement avoir beaucoup d'énergie on board. Du coup, Mew EX peut faire l'attaque de Earfoudre. C'est quelque chose qui existe, quoi. Du coup, vous pouvez potentiellement avoir un autre attaquant. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, Gardevoir, qui est le deck le plus représenté, qui est le meilleur deck du format actuel. Pour moi, vous avez un match-up légèrement négatif. Pourquoi cela? Parce que déjà, c'est un deck à One Prizer. Donc déjà, c'est assez compliqué. Enfin, pas que One Prizer. Il a Gardevoir X, mais il fait taper des One Prizer. C'est là où je veux en venir. Mais vous avez quand même beaucoup de solutions. Tout d'abord, ce qu'il faut commencer à faire, c'est taper avec bébé Rugilune. Ça, c'est de manière super optimale. Déjà, vous allez second, et lui, il va très probablement vouloir premier. Vous commencez avec bébé Rugilune, donc déjà, à lui tout seul, il va probablement prendre 2 récompenses. Donc si vous jouez en second, premier tour, il aura que ses Tarsal, etc. Vous prenez un KO, tour d'après, il met ses Kirlia, vous reprenez un KO, vous avez 2 prizes. C'est pas mal. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est Moonlight Hurricane derrière. Comme ça, vous prenez 2 autres prizes, potentiellement et de manière optimale sur des Kirlia. Ça, c'est l'idéal. Il vous reste plus que 2 prizes, et bah, Gardevoir X sera très probablement sur le banc de votre adversaire. Vous allez lui casser la gueule avec que ce soit Darkrai, que ce soit Rugilune X, enfin voilà quoi. Il y a un tout prizer sur le banc, et il vous reste 2 récompenses. Bon bah, pétez-lui la gueule quoi. Donc globalement, votre prize map, ça sera 1-1 grâce à Baby Rugilune, 2 grâce à Amphinobi, puis 2 avec Darkrai ou Rugilune X, ça dépendra de où est-ce que vous en êtes dans la game quoi. Mais c'est bien de faire taper Darkrai parce qu'il a plus de PV quoi. Voilà pour ce qui est du match-up spread. Vous avez une majorité de match-up positifs. Mais déjà, il y a des match-up que j'appelle équilibrés, c'est-à-dire qui sont 50-50 et qui dépendent de la chance, quoi, globalement. Parce que, bon, ancienne box et Miraidon, déjà, celui qui va gagner le toss aura déjà un certain avantage. Côté négatif, enfin sur les points négatifs, les match-up négatifs, ben, vous en avez 3 qui sont très présents. Et c'est des match-up, ouais, c'est effectivement des match-up négatifs, et ils sont très présents dans le format, donc c'est un peu dommage. Disons que là, d'un point de vue, là je vous montre des stats, dans le sens, regardez, vous avez 53% de match-up positifs, mais vous allez les voir moins souvent que vos potentiels match-up négatifs. Tout est possible, hein. Ici, vous connaissez les stats de Pokémon, ça veut pas forcément dire tout, hein. Il y a toujours cette probabilité d'affronter que vos mauvais match-up, ou affronter que des bons match-up, quelque chose qui arrive, quoi. Pour les decks très présents avec match-up négatif, vous avez Lugia, avec Pashmila, parce que je pense qu'avec Ironen, Serbilin, tout ça, c'est quand même relativement plus faisable, Gardevoir et Lanceurien. Gardevoir, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de solutions pour vous, mais Lanceurien, là, c'est un peu compliqué. Et parmi ces 3 match-ups qui sont désastreux, enfin qui sont compliqués pour vous, vous avez Lugia, Pashmila, qui est désastreux comme match-up. Donc, voilà. Pour ce qui est des match-ups positifs, bah, comme je vous le dis, vous avez une majorité de match-ups positifs. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et aussi, euh, ce qui anciennement étaient des match-ups très serrés, vous avez maintenant des nouvelles solutions. Donc grâce à Darkrai, grâce à Bébé Régulune, Flottmèche, tout ça. Pour ce qui est des match-ups équilibrés, bon, bah, soyez meilleurs, quoi, globalement, c'est tout ce que j'ai à dire. Dressons un petit bilan de Turbo Rugilune. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un deck que moi j'adore, vraiment, je m'amuse de fou quand je le joue, quoi. Donc on est sur un deck ultra agressif, et qui, je pense, est le deck le plus agressif, le plus aggro de tout le format, parce que pouvoir one-shot la terre entière
c'est quand même vachement fort. Earfoudre peut le faire, mais il est, disons qu'il peut cap ses dégâts, alors que Freezing Gouging, bah, il y a littéralement marqué mettez KO le Pokémon de l'adversaire. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc disons que là où Earfoudre, techniquement, il peut one-shot tout parce qu'il a des maths qui sont géniales, mais il va se cap à un certain nombre de dégâts. Ensuite, maintenant, le deck, il a trouvé des solutions à ces mauvais match-up. Donc, Gardevoir, c'était un mauvais match-up avant. Maintenant, vous avez Bébé Rugilune, Flotte-Mèche, c'est plutôt agréable. C'est un deck qui est super satisfaisant à jouer, voilà, hein. Bon, ça c'est très subjectif, mais quand même. Maintenant, c'est un outsider solide. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent ou qui sont prêts à l'affronter, mais je trouve sincèrement que c'est un deck qui mérite beaucoup plus de considération, parce qu'il est objectivement bon, quoi. Tous les decks que j'ai affrontés durant mes challenges ou sur mes matchs online, sur TCG Live, eh ben, mes adversaires étaient quand même pas super confiants, hein, sauf le Lugia parce qu'il jouait pas Chmila. Donc du coup, c'était compliqué pour moi, quoi. Bref, et aussi, l'autre point positif, évidemment, c'est que vous jouez Darkrai. Donc c'est évidemment génial. Je ne suis pas super objectif parce que c'est mon Pokémon préféré. C'est évidemment un avis subjectif, mais c'est objectif parce que bah, j'ai raison, en fait, tout simplement. Voilà pour ce qui est de cette vidéo sur Turbo Rugilune. J'ai repris ce format grâce, enfin comme ma vidéo sur Lugia. Et ouais, voilà, c'est juste que j'ai beaucoup aimé faire le format sur Lugia, parce que déjà j'adore Lugia, et puis sur Rugilune, bah, c'est un deck que j'aime énormément, et je veux vous faire profiter de mon savoir. Peut-être que je n'ai pas je n'ai pas la science infuse, mais je pense enfin, pouvoir vous donner quelques conseils, que vous prenez ou pas, ça vous regarde, tout simplement. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, elle doit faire à peu près 1 heure. Du coup c'est long, mais je pense avoir détaillé suffisamment de choses pour que la vidéo soit intéressante. N'hésitez pas à me faire des reproches ou des critiques ou juste donner votre avis dans les commentaires, ça serait très sympathique pour moi. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!